Philippe Béchat, bonjour. On est dans une période extrêmement intéressante en géopolitique. On se retrouve avec un président sorti de nulle part quasiment aux États-Unis. Est-ce que ça va avoir une influence sur l'économie? Est-ce que c'est étonnant pour vous ou est-ce que c'était prévisible? Prévisible certainement si on s'intéresse un petit peu à autre chose que la presse mainstream aux États-Unis. Si on a notamment des amis sur place qui vous disent que sortis de Tribeca et de Soho, on ne rencontre pas forcément des supporters d'Hillary Clinton plus que fidèles, enthousiastes. On trouvait en revanche beaucoup de supporters enthousiastes de Trump. Et moi, j'ai fait un petit peu cette comparaison. Les gens ne le connaissent pas, Trump. Il appartient à l'hyperclasse. C'est un milliardaire, il vit comme un milliardaire, il n'a rien à voir avec l'ex-salarié licencié dans la Rust Belt. C'est un peu, enfin, ce qui s'est passé pendant la campagne électorale, c'est un petit peu comme un match de catch. Vous savez, vous avez les gros bras qui arrivent, qui s'insultent à distance, qui se balancent n'importe quoi. Ensuite, sur scène, on applique la chorégraphie qu'on avait convenue, pour que personne ne se blesse, naturellement. Et puis, après, quand le public a été bien content de voir tout le monde faire des saltos, des fausses manchettes, etc. Après, quand on sort des vestiaires, on va tous dîner ensemble, et éventuellement on poursuit en boîte de nuit. J'ai l'impression qu'avec Trump, c'est exactement ce qui s'est passé. Il a accusé Hillary Clinton de tous les maux, il promettait de la faire mettre en prison, que ses mails lui coûteraient très cher. Finalement, il ne se passera rien. Politiquement, il a dit que les États-Unis allaient certainement revoir leur politique par rapport à Moscou, en tout cas ne pas se lancer dans une nouvelle guerre froide. Reste à savoir si effectivement, une fois qu'il aura recruté son secrétaire d'État, donc l'équivalent de notre ministre des Affaires étrangères, quand on connaîtra l'identité de cette personne, on saura si plus ou moins on aura effectivement un rapprochement potentiel entre Moscou et Washington. Si tel n'était pas le cas, ça veut dire que tout va continuer tel que le plan a été conçu déjà de longue date, tout au long du premier, second mandat d'Obama, et qu'on continue de dérouler le scénario. Ce scénario étant d'affronter Moscou, d'affronter Téhéran, etc., etc. Donc on a le sentiment que les États-Unis vont se recentrer sur eux-mêmes, mais ça c'était ce qu'on se disait, c'est ce que disaient les catcheurs avant de... C'était le discours de campagne. C'était le discours de campagne. Maintenant, que se passera-t-il vraiment? Et maintenant, sur le plan économique... Le dollar est toujours aussi fort. Alors le dollar est très fort. On nous a promis, enfin M. Trump nous a promis 1000 milliards d'investissements. Steve Bannon, qui est son conseiller en stratégie, lui parle probablement depuis 2000, et il pense probablement 3000 milliards de dépenses. En tout cas, il l'a chiffré en milliers avec un S, 2 milliards. Voilà. Est-ce que ces dépenses pourront se faire? Est-ce que le Congrès américain votera ça? Ce même Congrès dominé par les Républicains, qui a quand même orchestré 2 shutdowns sous Obama, au prétexte que les finances dérapaient, que les déficits dérapaient, qu'on ne pouvait pas se le permettre, et que c'était pas ça les États-Unis. D'un seul coup, de ses propres rangs, sortirait quelqu'un qui se mettrait à dépenser, qui convertirait le Congrès à des dépenses no limites, avec en face une chute abyssale des recettes, puisqu'on réduirait le taux d'imposition de 35 à 15, peut-être pense-t-on 10, je ne sais pas. Enfin, on est là devant une grande inconnue. Mais en tout cas, normalement, cette insécurité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien où on va, même si là, vous êtes en train de dire que finalement, peut-être que tout continuera comme avant, comme si de rien n'était, mais on est quand même dans l'inconnu. Cette personne sort effectivement de nulle part, et pourtant le dollar est toujours aussi fort. Visiblement, il y a des gens qui parient sur le dollar ou sur les États-Unis. On a plusieurs interprétations. Il faut toutes les regarder, on ne peut pas rejeter comme ça d'un revers de main en disant l'inflation. Pourquoi il y a des anticipations inflationnistes? L'inflation n'arrivera pas. Mais je peux vous le démontrer parce que vous avez déjà en l'espace de 15 jours une baisse de 4% en moyenne des monnaies émergentes face au dollar. Donc les États-Unis, comme Jim l'a d'ailleurs expliqué dans sa conférence, les États-Unis vont importer de la déflation. Le yuan à 6,92, donc là nous sommes fin novembre, hein. Peut-être que lorsque les gens découvriront cette vidéo, on sera déjà passé au-delà de 7
La parité, 7 contre 1 dollar. Rappelons-nous que les marchés avaient complètement paniqué au mois d'août 2015 parce qu'on avait vu le yuan s'enfoncer sous les 6,30 vers 6,40. Bon, yuan qui avait perdu 4-5%. Là, on vient de les perdre en un mois. Est-ce que ça émeut quelqu'un? Pour l'instant, personne. Donc, les États-Unis important des pressions déflationnistes, est-ce qu'on peut imaginer que cela va donner effectivement de l'inflation aux États-Unis ou en Europe? Alors, aux États-Unis, pourquoi pas? Si vous avez une hausse des salaires, c'est possible. Mais en Europe, où ça ne se produit pas, comment se fait-il que nos taux s'alignent exactement, presque au 10e près, sur la tension qu'on observe aux États-Unis? Alors là, on n'a pas d'inflation imminente en Europe, et pourtant, on a des marchés obligataires qui se dégradent aussi rapidement. Donc je me dis que cette dégradation des marchés obligataires conjointe États-Unis-Europe, elle vient peut-être du fait, effectivement, qu'on commence à avoir peur d'être créancier de pays qui sont endettés à plus de 100%, voire 200% pour les États-Unis, si on inclut la dette sociale non provisionnée, non budgétée. Alors, il y a peut-être cette approche-là, de se dire, face à une Amérique qui a peut-être rajouté 2000 milliards de dollars de dette l'année prochaine, on commence à se dire, il faut peut-être faire payer un peu plus cher ce risque de prêter à des gens qui ont oublié toute orthodoxie, qui sombrent dans l'ivresse de la dette. Donc ça, c'est un point important. On a cette tension, et vous remarquez que si vous avez un décalage pratiquement équivalent entre la rémunération du 10 ans français, italien, espagnol et du 10 ans américain, c'est le dollar qui est fort, mais pas l'euro. Alors qu'on nous dise le dollar est mieux rémunéré, soit, mais et l'euro, il l'est pas plus rémunéré là depuis 15 jours? Mais il l'est tout autant. Les taux longs italiens étaient à 1,10, 1,12 vers le 25 septembre, ils sont à 2,20, ils ont doublé, 100 points de mieux. C'est pas une hausse de la rémunération, elle est même supérieure à celle du dollar. Et donc alors, c'est quoi l'explication? C'est culturellement le pays fort? Je pense que si on veut comprendre l'appétit pour le dollar, il faut dépasser la seule anticipation d'une inflation plus forte. Et ça, effectivement, aux États-Unis, il est probable que par les salaires, on ait une inflation plus forte. Mais c'est à peu près tout, c'est à peu près le risque maximum qu'on peut envisager. Alors qu'est-ce qui peut motiver un tel appétit de dollars, ce qui coûte cher à l'or? Parce que c'est quand même ça un peu notre sujet aussi. C'est pourquoi est-ce que l'or est à ce point délaissé, baisse-t-il dans de telles proportions? Revenir à 1175, c'est quand même pas rien, hein. On perd 140 ou 150 dollars en l'espace de 15 jours. Dans un monde qui est vraiment pas stable. Hein. Voilà. Et bien justement, voilà, vous venez de dire exactement la locution qui, à mon avis, veut tout dire, c'est un monde instable. Et dans un monde instable, on préfère avoir une monnaie qui sécurise. Et on est plus sécure avec un dollar qu'avec un euro, ou dont on se dit que l'Italie, dans 15 jours, aura peut-être éjecté Matteo Renzi, qu'il faudra bien reboucher les trous, et on ne sait pas comment. Aux États-Unis, on sait que la Fed imprimera, et que les États-Unis sont un pays sûr. Alors ils sont sûrs par rapport à quoi? Ils sont sûrs par rapport à un Brésil, ou même M. Temer, qui a réussi à faire éjecter Dilma Rousseff. Je pense qu'il est lui aussi empêtré, et on veut dire que l'épée de Damoclès se rapproche fortement. Il sera lui aussi mouillé dans des scandales de corruption. Il n'est pas sûr qu'il reste à la tête du Brésil. Vous avez la première ministre coréenne. Alors, elle n'est pas mouillée dans un scandale, mais ses proches, son gouvernement l'est, et elle est tenue pour responsable. Et les gens sont dans la rue et demandent son départ. Vous avez en Malaisie un Premier ministre qui est peut-être ce que la Malaisie a connu de pire depuis 25-30 ans, depuis que le pays a émergé. Vous savez qu'une partie des réserves de la Malaisie se sont évaporées, mais pour retomber probablement dans la poche du Premier ministre actuel, à l'issue de sombres magouilles. La Malaisie, c'est aussi un pays où politiquement, où c'est peut-être en train de basculer. Vous avez les Philippines, alliés traditionnels des États-Unis. M. Duterte, maintenant, tend la main à Vladimir Poutine, et je pense que le jour où ils se rencontrent, ils s'embrasseront sur la bouche. Et puis vous avez l'Inde, qui vient de se mettre dans une situation économique absolument invraisemblable,
avec la conversion de force de 85% de la liquidité, enfin sous forme de billets, en nouveaux billets, qui pour l'instant ne sont pas distribués auprès d'1 milliard d'Indiens. C'est un truc, mais de fou. C'est comme si on avait décidé de passer du franc à l'euro et que finalement on ait pu convertir les francs qui étaient sur les comptes en banque. Ceux qui n'ont pas de compte en banque, donc on leur convertit rien. Et en plus de ça, ils ne trouvent même pas d'euros dans une banque. Donc c'est quelque chose de fou. Donc regardez le nombre de pays qui sont en voie de déstabilisation. Et si le dollar est bien la valeur, la monnaie refuge, il est normal que le dollar soit peut-être un petit peu privilégié. Alors maintenant, l'or devrait lui aussi constituer un refuge, mais il est évident que la taille du marché de l'or aujourd'hui, elle est peut-être trop étroite par rapport aux enjeux où on a besoin de convertir des centaines, des milliers de milliards rapidement en quelque chose. Et on ne peut pas évidemment acheter des milliers de milliards de lingots puisqu'ils n'existent pas. Merci beaucoup. Merci.